C'est un état de guerre. Mhm. Vous savez très bien. Mhm. Bon, mais prendre un Congolais en otage, on ne prend même pas en otage, parce que bon, c'est censé être des gens faibles et tout ça, on ne regarde même pas. Vous voyez, comment est-ce qu'on est déconsidéré sur tous les plans. Donc, si on était une machine, des contraintes, ben, ça serait différent. Et donc la liberté que devrait revendiquer le Congolais passe nécessairement par ce chemin-là, par le chemin qu'ont suivi les autres. Ça passe. Il n'y a pas un autre chemin. C'est un mensonge éhonté de pouvoir croire que soyez en paix, réveillez-vous en paix, priez, dansez, tout ira bien. C'est faux à chaque fois. On nous a contraints aujourd'hui. On a été occupés, soumis, humiliés. Qu'est-ce qu'on a fait? Quelle est notre réaction? Rien. Et on est toujours sous embargo en matière d'armes. Quelle est notre réaction? Rien. On n'est pas en mesure de loger un groupe d'individus à un endroit donné, tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens. Mais ça, vous le dites bien. Mais est-ce que la République démocratique du Congo, aujourd'hui, est en mesure, justement, d'entrer dans cette danse-là, de mener ce combat-là? Parce que on est dans le cadre d'un rapport de force qui est disproportionné, et vous le savez autant bien que nous. Je veux dire, concrètement, que ferait la République démocratique du Congo? La République démocratique du Congo, en tant que telle, actuellement, dans l'état de choses actuelles et tout ça, malheureusement, ne peut rien faire. Et donc, on ne peut rien faire. Non, malheureusement, on ne peut rien faire. Dans l'état actuel des choses, on ne peut rien faire. On est faible, très faible. C'est pas faux de le dire. Parce qu'il y a des événements à l'Est, je crois, qui le démontrent. On a dépassé quasiment le seuil de 4 millions de morts en RDC. Qu'en est-il? Qui s'en offusque? Personne. Personne. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu Nuremberg, avec l'histoire du massacre des Juifs et autres tziganes, tels considérés par les gouvernements abominables du Troisième Reich. 6 millions de morts, rien que pour les Juifs. On a dit, après ces procès de Nuremberg, on a dit plus jamais ça. Bien. Qu'est-ce qu'il y a eu par la suite? Il y a eu Pol Pot, avec 2 millions de morts. Il y a encore des procès, il y en a un qui vient d'être arrêté dernièrement, le tout dernier, le numéro 2 du régime. Bien. Bon, dis donc, plus jamais ça. Il y a eu le Rwanda avec à peu près 850 à 1 million de morts. Il y a eu des procès énormes et tout ça. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Il y a la RDC avec plus de 4 millions de morts. On peut supposer, on peut dire qu'effectivement il y a eu des maladies, tout tas de choses, des déplacements des gens et tout ça, mais il reste toujours un peu plus de 2 millions. Qu'en est-il? Qui s'en offusque? Personne. Y a-t-il un tribunal aujourd'hui prévu? Un tribunal spécial pour la RDC? Il n'y en a pas. Pour autant, quand on a un outil majeur comme l'histoire de la CIJ, je répète, c'était très important, qui a décidé qu'effectivement l'Ouganda, parmi les gens qui étaient autour, parmi les forces qui sont entrées sur le territoire congolais, l'Ouganda entre autres, avait été coupable des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des crimes de piège sur la RDC. C'est cool, c'est officiel, c'est même pas caché, c'était un arrêt officiel, tout le monde peut s'en procurer. Bien. La suite c'est quoi? Ils doivent payer 10 milliards de dollars, tout ça, et qui va les contraindre à le payer? Ils ont échelonné, c'est lorsque j'entends ici ou là, les paiements et tout ça. Mais quels sont les responsables? On ne parle pas ça ne doit pas se limiter sur le plan monétaire. Puisque bon, la CIJ ne condamne que les États. Mais maintenant, il faut aller chercher les responsabilités individuelles. Parce que devant les cours internationales en matière de droits humains, il faut maintenant les individus. On n'en parlait pas. C'est gravissime. Donc, dans l'état actuel, ce n'est pas possible. C'est ça aussi qui m'amène à pouvoir dire que pendant les élections, je n'ai pas entendu ces discours-là. On n'en a pas parlé. J'ai participé aux élections. Je n'ai pas entendu parler de ça. Je n'ai pas vu un projet commun pouvant coaguler quasiment l'esprit et mettre en perspective les intérêts des Congolais. Je n'ai pas vu ça. Alors, moi, j'aimerais qu'on rebondisse sur la question dans le même ordre d'idée. Lorsque vous parlez justement de l'avènement d'une nouvelle classe politique peu responsable et très cupide, c'est comme ça que vous les considérez, aux autorités occultes que sont les grands groupes économiques et financiers, votre description de cette sorte de dégénérescence est menée avec force, dans un langage violent et brutal. Et donc, à quelques endroits, le lecteur est un peu agacé, on va dire, par votre langage assez cru et violent. Je vais vous donner un exemple pour l'illustrer mieux et à l'intention de nos téléspectateurs. Vous dites par exemple ceci en page 46. Et si c'est certainement en parlant de vous-même. J'avais toujours rêvé d'être parmi les précurseurs d'une nouvelle nation, mais au grand jamais d'être mêlé tant soit peu à tous les renégats qui évoluent dans le cercle où l'intelligence n'a pas droit de citer, où l'ordre n'est qu'un vague concept de circonstance. Il y avait dans ces réunions nocturnes
enfumés et ruisselants de beuveries, des musiciens au sens premier du terme, j'entends bien, et leurs courtisans aux professions à ce jour inconnues. Des corps de métier douteux, les ex-gendres des classiques du régime d'avant 1997, pour l'essentiel cireurs de chaussures, petites frappes, vendeurs ambulants, des produits pétroliers prélatés, des écervelets grossiers à la corpulence imposante, devenus généraux. Bref, vous agacez un peu le lecteur et vous semblez vous ériger finalement en donneur de leçons. Pas du tout, mais tout simplement j'ai fait un constat, on se refuse de faire un constat. C'est quand même terrible. On est dans un pays où il est bon de pouvoir danser, de s'amuser et de jamais dire la vérité. On est contraint aujourd'hui. On a des millions de morts. Mais ça vient de quoi? Ça vient d'une incompétence. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui ont géré ce pays ont démontré leur incompétence. Alors, il faut se poser la question. Je me suis trouvé, lorsqu'on a les hordes se sont lancées pour aller faire des rébellions, soi-disant imposer la démocratie. Vous y avez participé aussi? Je suis parti pour voir un peu ce qui se passait. Je dis, tiens, ça tombe bien. Il est quand même temps de pouvoir en découdre et passer à autre chose. Parce que j'ai des idées à pouvoir proposer. J'avais mon petit sac avec mes idées, en me disant, bon, une révolution telle que celle-là, ben, il faut y participer, c'est tellement intéressant. J'ai des idées à pouvoir apporter. Ces idées qui sont là-dedans. Une révolution conservatrice, voilà ce que j'apportais. J'avais mûrement pensé, j'avais mûrement réfléchi là-dessus, tout ça, je dis, bon, j'avais quelque chose à apporter. Vous y êtes reparti sur la pointe des pieds. Mais écoutez, vous arrivez dans des réunions, on vous parle des millions de dollars. Aucune idée de la révolution, aucune idée de la liberté, aucune idée de la construction de l'État. Les gens s'écharpaient par millions de dollars. Ils disent, écoutez, moi j'ai autant de millions, c'est moi qui serai le chef. Et tout le monde veut être le chef. On ne propose rien. D'ailleurs, on a vu ça pendant l'élection présidentielle. Il y a eu absence d'idées. Mais vous arrivez avec des idées. Pourquoi ne pas l'imposer? Pourquoi vous retirer? Parce que finalement, ces idées, à quoi serviront-elles? Les mécanismes de la réflexion congolaise aujourd'hui, malheureusement, il faudra du temps, il faudra énormément d'émissions comme celle-là pour permettre à ce que les populations puissent voir autre chose qu'est-ce qui est d'habitude présenté. C'est-à-dire, si on n'est pas millionnaire, si on n'a pas fait fortune d'une manière ou d'une autre, tout ça, on n'a pas droit à la parole. On ne peut rien dire. Les idées ne servent pas dans ce pays. C'est l'argent qui sert. Tout simplement. C'est ça la grande différence. Parce que ces livres, normalement, lorsqu'il est sorti en Europe, la première semaine, c'était terrible. Les Européens l'ont acheté, je crois, entre 500 et 700 exemplaires. La première semaine. C'est du jamais vu pour un livre des Noirs ou des Nègres. Et pour autant, ici, je ne sais pas ce que ça donnera. C'est une nourriture pour la plupart des gens. Je ne dis pas que j'ai totalement raison, mais bon, c'est un essai scientifique entre parenthèses. Vous verrez déjà que la préface pose problème déjà. Parce que mon professeur, enfin, qui a préfacé, qui est un doyen d'une faculté de philo et lettres, donc pour asseoir un peu la démarche plutôt scientifique, j'ai pris un éminent professeur pour faire cette démarche-là. Il n'est pas d'accord avec moi. Pour la simple raison que j'ai envie d'utiliser la même méthode qu'eux. Je dis voilà, on va appliquer la même méthodologie que les Occidentaux pour avancer. Et il dit non, écoutez, ça serait trop brutal, ça serait créer des dictatures. Donc si on doit construire les syllogismes normalement, je dis donc vous, votre démarche à vous est tellement malsaine qu'il n'y a que vous qui puissiez l'appliquer. Donc la morale telle que Nietzsche me l'explique, c'est la position du plus fort qui dicte sa façon de penser. Et d'ailleurs là-dessus, on a un exemple tout à fait banal, qui est celui de l'homosexualité, qui était quelque chose de tout à fait inacceptable dans la morale chrétienne et occidentale en général. Aujourd'hui, c'est admis. Donc quand vous un pool assez important, vous vous imposez, on dit voilà, il y a eu une mutation dans la culture, tout ça, finalement l'homosexualité est acceptée. Et même il y a le mariage homosexuel. Voilà un peu. C'est-à-dire que le mal n'est pas forcément ce qu'on croit. Le mal est ce que le plus fort dit que c'est mal. Et ça, je ne peux pas accepter. Alors j'estime aujourd'hui que avoir perdu plus de 4 millions de Congolais, c'était mal. C'est ma façon de penser. Elle peut ne pas plaire à plein de gens, mais c'est ma façon de penser. Je trouve que c'est légitime. Ok. Alors, au-delà de la responsabilité politique que vous décrivez, je rappelle à l'intention de nos téléspectateurs que ce soir nous recevons M. Manjolo Pépin Guillaume dans le cadre de cet essai scientifique intitulé Ma Nation, de la dégénérescence d'une nation et de sa renaissance. Alors, au-delà, je disais, de la responsabilité politique que vous décrivez en ne ménageant ni les politiciens de l'époque de Mobutu, encore moins ceux de l'époque kabylienne, vous parlez également de la responsabilité du peuple congolais lui-même. Mais cette fois-là, vous semblez faire une comparaison entre le Congolais d'avant l'indépendance, hein, que vous vantez par ailleurs, et le Congolais le Congolais actuel qui est plus ou moins amorphe et tout. Mais je me dis que cette comparaison me semble quelque peu inapproprié, d'autant plus que
ce sont les mêmes Congolais de l'époque de l'indépendance qui ont finalement donné même la mort à cette même indépendance, finalement. Pourquoi leur accordez-vous autant de largesse et pas aux Congolais Nuançons. Il y a deux volets, deux paramètres qu'il faut devoir observer absolument. Il y a la prise de conscience du fait de la soumission que nos pères ont connue avant 60. Ils sont dans une lutte implacable envers et contre ce qui était prévu par l'occupant. La plupart d'entre eux n'étaient pas instruits, c'est ce que je dis dans mon livre, ils n'étaient pas assez instruits. Mais néanmoins, ils avaient un certain sens de la liberté, une conception de la liberté. Cet instinct de conservation qu'ils avaient. Ils l'ont démontré. Mais finalement, lorsqu'ils sont arrivés aux responsabilités, il y a eu maintenant ces mouvements bizarres, une transition passant du monde, pour l'essentiel, de la réflexion pour l'intérêt de la nation, et puis de devenir des représentants d'autres intérêts. Et d'ailleurs, là-dessus, je cite Frantz Fanon qui dit « Mais on ne comprend pas très bien ces Congolais qui venaient à peine de sortir de l'indépendance, comme par hasard ils se trouvaient dans toutes les capitales en train de circuler dans tous les sens. Qu'est-ce qu'ils cherchaient? De quoi parlaient-ils? Tout le monde soupçonnait tout le monde. On les a tellement opposés. Et que finalement, ils sont entre-déchirés parce que les intérêts étaient portés ailleurs. Parce que maintenant, la plupart d'entre eux avaient accepté d'être sous la soumission pour avoir les pouvoirs. Tout le monde voulait être au pouvoir. Ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu. On n'a jamais vu ça. Un président avec 4 vice-présidents, c'est du jamais vu. On a vu quel désordre c'est. Alors imaginez-vous à l'époque où il n'y avait pas encore assez d'instructions. C'était terrible. Bien. Mais néanmoins, ces gens ont fait cette démarche-là. Qu'est-ce qui s'est passé depuis cette période-là jusqu'à aujourd'hui? Où les gens sont tellement instruits, tellement avancés dans la connaissance, qu'avons-nous fait? Le pays est complètement par terre. Pour l'essentiel, ce sont les gens qui viennent de l'étranger qui font tout le boulot. On ne fait rien. Qu'est-ce qu'on a construit? Depuis 60 ans aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Et finalement, lorsque les gens s'élèvent pour dire on veut réclamer la liberté et tout ça, au terme de cette réclamation, il y a les pillages. On pille à tout va. Mais finalement, on n'est pas parti pour la liberté. On est parti pour son ventre. C'est ça la différence avec l'époque. C'est ça tout simplement que je suis en train de retracer. Alors, qu'on fasse les bilans. Des jeunes gens, pas assez instruits, sont partis pour la liberté, ont obtenu l'indépendance. Ceux d'aujourd'hui, tellement instruits, le plus important, ce n'est pas finalement la finalité de leur action, parce que tant ceux de l'époque que ceux d'aujourd'hui ont finalement plongé ce pays dans l'état où il se trouve. Il y en a, il faut toujours rendre, c'est ça ce qui a été à César, il y en a qui ont le mérite, enfin, aujourd'hui, j'estime que tant à l'époque qu'aujourd'hui. Un monsieur comme Lumumba, je n'ai rien à dire là-dessus. C'est une référence africaine, je n'ai rien à dire là-dessus. Il a donné son corps en pâture pour cette nation. Alors à quel niveau se situe cette responsabilité finalement de la population congolaise que vous évoquez ici? Ils sont prêts à pouvoir porter tout et n'importe quoi aux responsabilités si jamais on remplissait leur ventre. Ce que vous appelez tout et n'importe quoi. Mais je veux dire que, à partir de quel moment on estime que telle personne est à même de pouvoir gérer une entité quelconque, aussi petite soit-elle? Il y a bien eu des élections dans ce pays. Oui, mais ça se tournait autour de quoi? Autour des millions? Autour des millions d'argent? D'un projet de société peut-être? Quel projet de société? Je vous pose la question sur la recherche fondamentale et la recherche appliquée, entre parenthèses. Est-ce que vous avez vu dans un programme précis d'un gouvernement prétendant à la présidence ou dans n'importe quel secteur des responsabilités, ces mots-là, ça n'existait pas. Or, il n'y a que par la recherche aujourd'hui, par l'éducation, les cœurs même, c'est l'éducation, qu'on s'en sort. L'exemple type de la Malaisie. Vous allez voir, c'est un pays pas riche du tout, pauvre, mais qui a fait un bond extraordinaire. Voilà, ce sont les choses tout à fait simples. À l'heure où on parle, il y a encore énormément d'élèves qui ne sont pas encore rentrés. Ce sont des questions majeures. Qui fera les Congolais de demain si aujourd'hui les enfants ne vont pas à l'école? Allez voir un peu les gens qui ont un bac aujourd'hui, un diplôme d'État. Ceux qu'ils ont eu entre 1987 et 2003. Les 3/4 ne savent ni lire ni écrire. C'est pas acceptable. Et vous me dites d'un projet, d'une élection, oui d'accord, mais bon, les gens ont été mettre, comment dirais-je, les papiers dans l'urne, d'accord. C'était un acte posé de cette façon-là, de façon non construite, non pensée, mais parce qu'il fallait le faire, tout simplement. Mais derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il faut avoir une lecture un peu plus affinée des choses. C'est pas tout d'aller voter. Les Allemands aussi ont voté pour Hitler. On connaît la suite. On connaît la suite. Ça ne veut rien dire, ça. La démocratie, c'est le moindre mal, en fait. Mais en même temps, il faut comprendre les mécanismes et tout ça et ce qu'il y a derrière ça.
Est-ce qu'aujourd'hui, on est mieux qu'avant? J'en sais rien. Alors, à un moment, finalement, vous préconisez pour ce pays, justement, un leader naturel, un leader que j'aimerais même appeler providentiel, Oui. qui réunirait en lui un certain nombre de potentialités, de caractéristiques et de visions aussi. Oui. Mais justement, ce leader, de quoi est-il constitué? Si vous pouvez me faire un bref aperçu, mais je me dis que finalement, quelle que soit l'issue, ce leader devra bien être élu et passer par les élections. Et il s'agira, somme toute, du même acte, c'est-à-dire que celui que d'aller poser un bulletin dans l'urne. Bien, ben, je vais m'expliquer en 2 mots, très rapidement. Et la question est d'autant plus intéressante. Je ne suis pas en train de faire comme ça, je ne mobilise pas les concepts pour les mobiliser. Je vais parler de la liberté. Dès lors qu'on fait comprendre à la population, l'intérêt majeur, c'est la préservation, la conservation de sa liberté, la protection de sa liberté. Toute personne qui a compris, qui fait dans les périmètres congolais, qui a compris ça, et qui maintenant se soumet au suffrage de cette population pour lui dire, voilà, je vais garantir cette liberté-là, totalement. Elle va faire produire tous les effets. Donc il a compris l'essence de la liberté et la production des effets. Bien. Déjà, il commence doucement à rentrer dans l'étoffe de ce qu'on appelle un leader naturel. C'est le leader qui a compris l'essence de l'esprit et l'âme. Volksheil, comme on dit chez les Allemands, et le Volksgeist, c'est-à-dire ce qui précède l'État, donc c'est la nation. C'est-à-dire il y a une sorte de formation comme ça, quasi spirituelle, quasi mystique, d'une population unie autour d'une certaine conception de ce qu'ils sont. Il faut avoir compris ça. J'ai cité ici les atrocités de Léopold II. J'ai encore cité la transition vers l'indépendance. J'ai ajouté l'actualité, c'est-à-dire l'histoire des crimes commis à l'est du pays et le nombre de morts qui sont actuellement, qui a frappé la RDC. Bon, finalement, un leader qui, autour de ça, non seulement explique, voilà, nous sommes unis par rapport à tout ça, et qu'on ne peut pas se défaire de ça, c'est notre vie, et puiser dans les scories de l'histoire les normes qui sont les nôtres avant toute chose, pour les appliquer à la mondialité, enfin à la mondialisation actuelle et tout ça, et montrer les chemins. Et par la suite, donc, c'est une sorte de Léviathan tout en n'étant pas Léviathan. Tout simplement, il a un mandat précis pour pouvoir démontrer effectivement, il peut appliquer ça. On risque de penser à une sorte de totalitarisme aussi. Pas du tout, parce qu'il s'agit de même liberté. la critique, enfin c'est même, on va dire, la réticence du préfacier de cet ouvrage. Bien sûr, mais en même temps, c'est les seuls chemins pour pouvoir suivre. Ça, sans pour autant. Ici, il s'agit de la liberté. C'est-à-dire, les gens cèdent une partie de la liberté. Je parle de la cession d'une partie de la liberté. C'est pas du totalisme. C'est-à-dire, les gens décident en disant qu'effectivement, cette personne-là nous a convaincus qu'effectivement, elle peut garantir notre liberté, nous permettre de pouvoir faire produire tous ces effets à notre liberté. Et par conséquent, on lui donne un délai tout à fait précis, un mandat précis, pour un délai de temps qui sera de 5 ans, de 10 ans, peu importe. Mais bon, et au terme de ces délais-là, et puis bon, il a encore demandé suffrage, tout simplement. Mais il ne s'agit pas d'être quelqu'un, une sorte de dictateur qu'on devait former, non, mais de toute façon, pour l'instant, c'est vrai qu'au moment où on se trouve, où l'ordre est porté disparu, où l'éducation n'existe quasiment plus, ben, on se pose des questions, où est-ce qu'on va? Ça veut dire quoi la démocratie au sens où on l'entend si tout ça n'existait pas? Alors, M. Madjolo, vous faites également dans ce livre, je rappelle le titre, Ma Nation, la part belle au rôle négatif de la communauté internationale. Et ici, spécialement, vous citez la France, la Belgique, en passant. Il y a quelque chose que vous dites qui retient mon attention, et j'aimerais bien le lire à l'intention de nos téléspectateurs. Vous dites, en tous les cas, il importe peu que la communauté internationale soit pour ou contre le leader d'un pays. Il suffit que ce dernier soit en adéquation avec sa population pour que toutes les turpitudes internationales tendent à disqualifier ce leader naturel, n'entache en rien sa marche en avant aux grandes dames de tous les calculs clientélistes. Ça, c'est vous qui le dites. Oui. Tout en étant d'accord avec vous. Par ailleurs, j'aimerais tout de même vous rappeler qu'on n'échappe pas à son histoire, que l'histoire a tendance à se répéter, que ce genre d'opiniâtreté a très mal payé. En fait, si je comprends bien, on a peur de la mort, c'est ça? Ben, écoutez, Quand on est leader, ben, soit on se décide, quand on est leader naturel, on porte un projet, en fait, on porte l'esprit d'un peuple et l'âme d'un peuple. De fait, soit on l'est ou on ne l'est pas. Bien, si on l'est, on va jusqu'au bout. La preuve, c'est que quand je parle du concept Mandela, il a été jusqu'au bout. On voit la suite.
pour parler des Occidentaux entre eux. Vous verrez une chose, c'est que les dernières élections, entre John Kerry, et je le dis dans mon livre, et George Bush, la terre entière était contre George Bush. Il ne s'agit pas d'une dictature, il s'agit d'autre chose. C'est la démocratie. Mais finalement, les peuples étaient en harmonie avec lui. Il a été élu. M. Chavez, au Venezuela, triomphalement élu. L'essentiel des Occidentaux ne sont pas d'accord avec lui, mais tout simplement, sa relation avec sa population est tout à fait particulière. Il a été élu, démocratiquement élu. L'actuel Iranien qui est au pouvoir a été élu. Donc voilà, ce sont les réalités qui sont là. De le remettre en harmonie avec sa population et tout ça, ben écoute, c'est ça la démocratie. Alors soit on accepte, on dit voilà, c'est comme ça la démocratie, ou on dit non, c'est pas celle-là, on doit imposer des gens que nous voulons qu'ils soient là, c'est plus la même chose. Ok. Alors, dans le 3e chapitre de votre livre, vous introduisez par l'article 217 de l'actuelle Constitution, qui stipule par ailleurs, je vais le lire très rapidement, l'article 217 dit exactement ceci: la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de sa souveraineté, en vue de promouvoir l'unité africaine. Selon vous, l'entérinement de cette constitution, et je le rappelle que le oui il a triomphé, et partant de cet article et des autres articles que vous associez, constitue une complicité, un crime majeur de tous ceux qui l'ont accepté. Pourquoi dites-vous ça? Ben, en fait, il faut voir, bon, sur le plan juridique, on va me dire qu'effectivement, la plupart des pays font ça. Ils disent ça, c'est une norme qui est comme ça, transversale par rapport à la plupart des pays. Qu'est-ce qui vous inquiète? Ben, ce qui m'inquiète, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas dans une position où on peut se permettre ce genre d'articles. Ça veut dire? Ça veut dire ceci, c'est-à-dire que, bon, je prends l'exemple du Kosovo où j'explique, tout simplement. Il suffirait qu'une partie de la population, enfin, une entité quelconque, une tribu quelconque, décide aujourd'hui, et d'ailleurs c'est le cas à l'Est, qui sont à l'étroit en RDC parce qu'ils ne correspondent pas, tout simplement, ils ne sont pas en harmonie avec ni la religiosité, ni les passés communs de la RDC, pour qu'ils puissent réclamer une protection qui venait de l'extérieur. On a vécu ça, avec l'Est et l'intervention du Rwanda. Bien. Maintenant, quand vous prenez cet article tout seul comme ça paraît tout à fait banal. Mais juridiquement, il y a une mathématique terrible, qui serait de pouvoir dire, vous prenez cet article, vous l'articulez avec l'article 10 de la même Constitution, qui est sur la nationalité, qui commence en 60, pas avant 60. C'est-à-dire qu'avant 60, il n'y avait pas de Congolais. Le Congo n'a pas existé avant 60, c'est seulement à partir de 60. Or, le Congolais existe J'ai retracé un peu comment dirais-je, la nationalité congolaise à partir de 1985. En 1890, à peu près, il y avait déjà des actes précis de la congolité, enfin congolité au sens de la nation, d'une nationalité congolaise, de ceux qui résidaient sur le territoire, puisqu'il y avait une différence entre ceux qui venaient de la métropole et ceux qui étaient ici. Mais il y avait des critères pour dire qui était congolais et qui n'était pas. Bon, finalement, il se passe quoi? Il se passe qu'on passe outre tout cet aspect des choses pour se focaliser sur 60. Et pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Il va falloir expliquer un jour à la population pourquoi est-ce qu'on s'est focalisé sur 60 et pas avant 60. On ne peut pas passer outre les martyrs de cette période-là. On ne peut aucunement le passer. Donc, c'est tout simplement nier l'histoire pour pouvoir dire qu'on commence à 60. Bien. Ça, c'est un aspect qu'il ne faut pas accepter. Donc, je parlais donc d'articuler cet article-là, 217, avec l'article 10. Nationalité, cession partielle. Bien. Maintenant, les mettre dans les champs d'application de l'article 27 du pacte international de droits civils et politiques de l'ONU, qui donne les droits à l'autodétermination d'un peuple, dès lors qu'il a la même religion, il a entre guillemets la même morphologie, il se sent à l'étroit dans un endroit donné, et pour sa protection et tout ça, donc il peut demander son autodétermination. Et la preuve, c'est que le Kosovo aujourd'hui va devenir indépendant. C'est une terre serbe qui deviendra indépendante. C'est comme ça. Et donc vous craignez que que cela se reproduise aussi pour la RDC? L'Occident a, comment dirais-je, les traités qui a entériné la mise sur pied de l'État indépendant du Congo avaient prévu que c'était un marché international. Ce n'était pas encore un État, au sens où on peut l'entendre. Bien. Les éléments qui ont fait qu'on puisse avoir un État aujourd'hui, ce sont les éléments que je viens de citer. Les martyrs, tout un tas de choses, qui font qu'aujourd'hui, on puisse légitimement dire que c'est un État, c'est une nation, notre nation. Pas un État, mais une nation. Donc c'est mieux encore qu'un État. Passer outre tout ça pour considérer effectivement, il y a des gens qui peuvent avoir des prétentions de quitter. Et d'ailleurs, on a eu ça dans les années 60. Et là, on est encore dans les tendances. Voguant vers ces cieux-là. Ça pose un problème. Je ne peux pas l'accepter. Et vous ne pourrez rien faire le moment où une partie de la population dirait non, on est à l'étroit ici, on doit sortir parce que sinon on va nous massacrer. Et d'ailleurs, la frayeur
des massacres qui sont passés au Rwanda est encore d'actualité. Alors face à ce danger, qu'est-ce qu'on fait? L'idée naturelle. Parlez-nous-en. C'est ce que je vais dire. Et dites-nous, en fait, quelles sont les propositions que vous donnez par rapport à votre thèse? Il faut une remise en cause totale de ce qui a été fait jusqu'aujourd'hui. C'est vrai qu'on a eu une démarche démocratique, il faut saluer ça. J'ai critique, mais j'ai participe. J'ai quitté l'Europe, je suis venu jusqu'ici pour participer aux élections. Je dis bon, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe, mais il faut que j'y participe. C'est pour la première fois que j'ai participé à une élection. J'étais candidat, ça s'est mal passé. Il y a eu énormément de choses qui n'ont pas marché, mais ce n'est pas ça le problème. J'ai pas gagné, dont acte. Mais que produisent aujourd'hui ces élections-là? Pas grand-chose. Ça fait 1 an qu'on tourne en rond. La protection juridique n'existait pas. Il n'y a rien qui existe. La protection des individus et des biens n'existait toujours pas. Voilà, il y a tout ça qu'il faut devoir remettre en cause. Dire, tiens, il se passe bon, maintenant quand j'ai fait une proposition tout à fait concrète, dans ce sens-là, c'est pour ça que je dis, allez dans le livre, allez voir ce qui s'y trouve. J'ai travaillé durement. Tout en restant modeste, bien sûr, toute modestie gardée. Mais j'ai tenté de donner une orientation par rapport à une nouvelle conception de la politique. Vous verrez très bien que la plupart des partis politiques jusqu'aujourd'hui n'ont aucune idéologie. C'est pour ça que d'ailleurs que vous avez des gens qui voguent de droite à gauche, de gauche à droite. C'est lui qui était chez les socialistes hier, se trouve chez les libéraux, ainsi de suite et tout ça. Donc ça pose un problème. Et voilà, je donne une orientation, une perspective, un projet qui pourrait être un projet commun un jour. Ok, M. Manjolo, le temps nous faisant défaut, on n'aura peut-être pas le temps d'épuiser toutes les questions contenues dans ce livre, mais j'aimerais quand même, en dernier ressort,